Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, encore une fois, bonjour à tous. Le plaisir est pour moi de faciliter le cours sur le courrier électronique. Précédemment, nous avons parlé des micro-ordinateurs et par la suite, on a vu aussi Internet et les différents services que Internet pouvait nous offrir. Et aujourd'hui, nous allons aborder la question sur le courrier électronique ou la messagerie électronique. Ce courrier électronique lui-même est un des services d'Internet, un des services vraiment utilisés aussi. C'est ce qui suscite un peu l'intérêt de ce cours. Donc, on va essayer de donner une définition au courrier électronique, rappeler le format d'une adresse email afin de mieux reconnaître un bon format d'adresse email. Et ensuite, on va rappeler quelques dates importantes dans l'histoire de la messagerie électronique et surtout de comprendre le fonctionnement du courrier électronique. Ensuite, donner quelques exemples de fournisseurs de messagerie électronique. Et après, on va plutôt parler des astuces de la vraie vie, comment est-ce qu'il faut mieux gérer son courrier électronique. Je pense que c'est un aspect aussi qui pourra aider les uns et les autres à approfondir leur pratique dans l'utilisation de l'email. Donc, un courrier électronique qu'on appelle aussi simplement les mails, hein, ça c'est de l'anglais, le mail ou courrier. Ça veut dire tout simplement que c'est une correspondance ou un courrier qui est envoyé grâce à Internet et par la messagerie électronique. Donc, c'est comme si on est en mode conventionnel, les lettres que nous rédigeons, que nous envoyons, cette fois-ci, elle est transmise via Internet. Et c'est là qu'on peut parler, on peut parler de courrier électronique. Et vu que je dis tantôt que cela est fait grâce à la messagerie électronique, cette messagerie électronique elle-même, c'est quoi? C'est un ensemble de dispositifs informatiques donc, qui combinent tant le matériel, donc les ordinateurs et tout l'équipement nécessaire, mais aussi les logiciels indispensables qui vont donc permettre de créer un message, donc c'est-à-dire de rédiger un message sur un téléphone ou sur un ordinateur ou sur une tablette, d'envoyer ce message-là et la transmission de ce message tout au long des différents relais jusqu'à ce que le destinateur puisse recevoir et lire ce message-là. Donc, toutes ces étapes-là sont comprises dans la notion de la messagerie électronique. En d'autres termes, le courrier électronique transite dans la messagerie électronique, où l'élément de base ou l'élément de travail de la messagerie électronique est le courrier électronique, ou tout simplement l'email, pour faire court. Alors, on sait que les mails, dans la majeure partie des cas, c'est gratuit. Hein. En tout cas, initialement, il y a beaucoup de fournisseurs de messagerie électronique gratuitement. Et cette messagerie peut s'accompagner des fichiers. Ça veut dire qu'on peut joindre d'autres éléments à ce mail-là, donc à ce courriel-là. Ça peut être des images, ça peut aussi être des documents, ça peut aussi être des fichiers sonores comme des musiques ou autre chose. Ce contenu donc, qui va s'enrichir de toutes les pièces qu'on peut ajouter ou de toutes les annexes qu'on peut joindre à un message peut être envoyé à une personne ou à plusieurs personnes et à des niveaux ou à des considérations différentes. Par exemple, un message envoyé à une personne principalement dans le champ A n'a pas la même connotation qu'un message envoyé à des personnes qui seraient par exemple en copie. On va revenir sur cette notion-là en fin de cours. En d'autres termes, on peut envoyer un message à plusieurs personnes à la fois. Donc, c'est quelque chose qui est assez aisé. C'est comme des SMS où on met en destination beaucoup de numéros de téléphone et ils vont tous recevoir. Ce qu'on voit souvent lors des fêtes ou des événements où les gens envoient beaucoup d'SMS, c'est à peu près le même style. Sauf que là, le mail peut être enrichi avec les différents éléments que j'ai cités tantôt qui peuvent être joints au mail, notamment les images, les documents, comme d'ailleurs nous le faisons dans cet enseignement-là. Après, on vous envoie les cours via mail. Donc, on enrichit donc le texte par du contenu qui sera utilisé ultérieurement. Et ce courrier électronique est devenu un moyen de communication qui est assez prisé dans le domaine professionnel. C'est pas anodin parce que c'est un des moyens les plus soutenus dans le domaine professionnel d'échanger des informations. Et on voit bien qu'il y a plusieurs milliards de mails qui sont envoyés chaque jour dans le mail. Cela témoigne de l'utilisation de cet outil-là ou de ce moyen de communication qui a encore sa place dans la vie.
Là-dessus, on peut faire allusion ou faire le parallèle tout de suite avec des IRC ou en tout cas des logiciels de messagerie instantanée ou des réseaux sociaux. On peut se dire, oui, on envoie aussi beaucoup de choses par les réseaux sociaux, mais ça n'a pas la même importance, ça n'a pas la même valeur. Envoyer un mail professionnellement parlant n'est pas égal ou n'a pas la même valeur que d'envoyer un message dans un réseau social. Donc, ça n'a pas la même valeur. Un mail, il est censé être soutenu, il est censé avoir une certaine authenticité, il est censé avoir une certaine rigueur, une certaine originalité qui est un réseau social où c'est plutôt une grande porte ouverte et disponible à beaucoup d'utilisateurs où on a du mal souvent à juger de la qualité ou de la pertinence des contenus envoyés. Donc là encore, d'entrée de jeu, on voit qu'il y a une démarcation entre la messagerie électronique et les autres outils qui nous permettent quand même de communiquer. Pour rappeler quelques statistiques dans l'utilisation de la messagerie électronique qui témoignent encore que c'est un outil qui en vaut la peine et qui continue à être utilisé, c'est qu'on enregistre, d'après certaines sources, qu'il y a 3,9 milliards d'utilisateurs d'adresses email dans le monde. Et bien entendu, ce chiffre, on va imaginer que ça va s'agrandir, ça va s'augmenter au fil du temps pour atteindre des chiffres encore plus importants dans les prochaines années 2022-2023. Il y a environ aussi 200, enfin près de 300 milliards de mails qui sont envoyés par jour dans le monde, et sans compter la part des spams ou de tout ce qui est messagerie indésirable. Hein. Ça, c'est les messages vraiment qui sont bien acheminés, qui ont une certaine authenticité. Et le nombre d'emails par internaute est estimé à 1,9. C'est-à-dire que si on prend chaque internaute, donc chaque personne qui utilise Internet, il peut donc en moyenne envoyer 2 mails en fait. En 1,9, c'est essentiellement égal à 2 mails. Donc, ça montre quand même que c'est un outil, encore une fois, qui est utilisé. À côté de cela, on voit qu'il y a certains fournisseurs de messagerie électronique aussi qui ont des chiffres intéressants. Malheureusement, tous ces chiffres ne sont pas à jour parce que les données ne sont pas très souvent disponibles. Pour Google, par exemple, ceux qui utilisent la messagerie de Google, notamment donc Gmail, en 2019, les compteurs enregistraient 1,5 milliard d'utilisateurs de la messagerie Gmail. Et on sait que ce nombre-là croît du moment où nous connaissons que les gens, enfin les populations utilisent de plus en plus Android, enfin, comme OS sur les smartphones. Et pour utiliser la bibliothèque d'applications sur Android, il est exigé d'avoir un compte Gmail, même si on n'utilise pas. Mais rien que pour ça, déjà, les utilisateurs de ces services-là vont créer des adresses email Gmail. Donc, ça va augmenter nettement le nombre d'utilisateurs de ce fournisseur. À côté, Outlook, qui était anciennement appelé Hotmail, a aussi en 2015, il avait à son compteur 400 millions d'utilisateurs actifs. Ce qui est sûr, tous ces chiffres-là sont aujourd'hui améliorés parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et ces fournisseurs-là améliorent des services qui vont donc intéresser les utilisateurs de plus en plus. Yahoo, quant à lui aussi, on a quelque chose de plus récent. C'était 200 millions d'utilisateurs actifs en mars 2021. Donc, on imagine qu'une année plus tard, bon, ce chiffre peut nettement s'améliorer. Et ce chiffre de 200 millions d'utilisateurs, on sent que Yahoo est un peu à la traîne comparé aux deux précédents, notamment Gmail et Outlook. Cela peut bien s'expliquer parce qu'à un moment donné, Yahoo a connu des grands problèmes de sécurité et ça a fait qu'il y a eu beaucoup de comptes utilisateurs qui ont été piratés. Ça a découragé beaucoup d'utilisateurs et ça n'a pas non plus motivé de nouveaux utilisateurs à aller vers ce service-là. C'est pour cela qu'ils ont fait des promotions sur leur service en augmentant notamment l'espace de stockage de leur messagerie pour faire intéresser des nouveaux candidats à leur service. Donc, dans tous les cas, ces chiffres nous montrent clairement que la messagerie électronique a encore sa place dans le monde professionnel et même chez les particuliers. Alors, qu'en est-il du format de l'email? Parce que quand on nous demande, par exemple, de nous envoyer une adresse email ou de l'écrire, vous devez être capable de reconnaître si une adresse email est correcte, en tout cas dans son format, pas dans son fonctionnement, mais dans son format. C'est un élément indispensable en fait dans la messagerie électronique. Donc, si déjà le format n'est pas bon, ça ne sert à rien d'écrire à cette adresse-là parce que on n'aura pas de destinataire. Donc, il y a deux parties essentielles dans le format d'une adresse email. Il y a une première partie qui est le nom, qui est appelé le nom d'utilisateur. Je vais prendre mon outil de dessin pour vous montrer ça. Donc, là, c'est le nom d'utilisateur.
ça veut dire toute la partie qui vient avant le arrobase. Ça, c'est utilisé comme étant le nom de l'utilisateur. Ça correspond en fait au nom de la boîte aux lettres de la personne. Donc, c'est dans cette boîte aux lettres de chez le fournisseur où le mail sera logé. La deuxième partie est considérée comme étant le domaine. C'est le nom de votre fournisseur. En fait. Ça veut dire que c'est soit, par exemple, sur gmail.com, yahoo.fr, n'importe quel autre fournisseur. Donc, tout ce qui est appelé l'arrobase est appelé le nom de domaine ou le nom de votre fournisseur. À titre d'exemple, si je prends Suleiman ou plutôt Souley comme étant nom utilisateur, @fmos.edu, fmos.edu est appelé mon fournisseur ou mon nom de domaine. Ces deux combinés ou séparés avec un arrobase vont former un bon format d'adresse email. Donc, souley@fmos.edu est une adresse email de format correct. Par contre, si j'avais dit souley@fmos, il n'y a pas, par exemple, l'extension de domaine, cette adresse email ne sera pas d'un format correct. Donc, on ne peut pas utiliser ce format-là. Ou alors, si on a quelque chose qui n'a pas, une adresse email qui n'a pas de nom d'utilisateur, là, ça ne marche pas non plus. S'il n'y a pas de nom d'utilisateur, on ne parle pas d'adresse email encore une fois. Donc, reconnaître ces deux parties essentielles séparées par le symbole de arrobase vous permettra de reconnaître un format correct. Mais bien sûr, on peut avoir un format correct d'adresse email et ne pas avoir une adresse email fonctionnelle. Ça veut dire que l'adresse email peut être là, mais elle ne marche pas parce que l'adresse email est fermée ou inactivée, parce que l'utilisateur aurait fait un long temps sans l'utiliser, ou alors c'est fermé par ce dernier, ou c'est susceptible d'avoir des problèmes de sécurité et ça aurait pu être désactivé par le fournisseur. Bref, quelle que soit la raison, format peut être différent de la fonctionnalité. Ça, c'est aussi une bonne remarque à faire. Alors, toujours dans le format, c'est bon de savoir que quand on veut créer ou ouvrir une adresse email, il y a 2-3 choses à savoir qui peuvent être utiles dans la création de son compte mail. La première chose, c'est que l'adresse email ne doit pas contenir ne doit contenir que en fait des caractères alphanumériques, les points et le tiret. Mis à part ça, il ne peut pas contenir d'espace, il ne peut pas contenir non plus de caractères spéciaux. Comme vous le voyez déjà, ces caractères spéciaux sont assez nombreux. Ça peut être des dièses, ça peut être le dollar, le symbole de l'euro. Toute cette panoplie-là sont considérées comme étant des caractères spéciaux et qui ne sont pas donc admis dans la création ou dans le nom ou le format de votre adresse email. Et bien sûr, l'adresse email ne peut pas contenir un nom d'utilisateur. Comme je l'ai dit, nom d'utilisateur, c'est tout ce qui est avant le arrobase chez le même hébergeur, chez le même fournisseur ou chez le même nom de domaine. Par exemple, on ne peut pas avoir souley@fmos.edu et avoir un autre souley@fmos.edu. Donc, le nom d'utilisateur Souley ne peut pas être double. Il faudra donc séparer cela par quelque chose d'autre, soit Souley 1 ou Souley S, en tout cas différent de Souley tout simplement. J'imagine que le signe de l'arrobase, tout le monde sait le faire, c'est avec la combinaison de la touche Alt-G qui est à côté de la touche espace, combinée à la touche 0 sur la touche de fonction. Et ça, c'est sur les claviers français. Mais sur les claviers anglais, la configuration peut être légèrement différente. Donc, 2-3 astuces pour finalement vous aider à concevoir ou à créer votre compte mail. C'est d'utiliser votre prénom suivi d'un point et de votre nom, donc arrobase le nom de votre hébergeur. Ça peut être aussi être la première lettre de votre prénom, point le nom de votre nom de famille, arrobase votre nom d'hébergeur, ou alors votre nom de famille seulement, pour laquelle les chances sont vraiment faibles parce que quelqu'un d'autre peut utiliser le même nom que vous. Ça, c'est des choses qui arrivent quand on crée une adresse email. On me dit souvent que oui, ce compte existe déjà. Ce compte existe déjà. Et souvent, il y a des suggestions qui sont faites en associant des chiffres avec une certaine séquence différente. Soit c'est des années, soit c'est des chiffres, soit c'est séparé par des tirets, soit c'est séparé par des points, soit c'est une partie du nom de famille couplée à une partie du prénom, entre autres. Mais dans tous les cas, les hébergeurs peuvent faire des propositions pour vous aider
à avoir une adresse email. Mais souvent, ces propositions ne sont pas souvent de très bonnes propositions parce que ça peut être compliqué à les lire. Je pense que personnellement, j'en ai fait l'expérience à l'époque, en 2003, quand j'ai créé ma première adresse email sur Yahoo. Je me suis rendu compte que c'était une adresse email très long, difficile à mémoriser, avec des chances de faire des fautes. Parce que c'était très long, c'était Suleiman, Sawadogo. Déjà, ça, c'est long, associé à l'année, à 2003. Donc, tout cela, ça faisait très long. Donc, sur l'expérience, donc, j'ai appris à user ou à utiliser ces techniques-là pour faire quelque chose de court, de pratique, de mémorable. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi. Mais dans tous les cas, il faut juste respecter les règles. Hein. C'est vous qui définissez à quoi va ressembler votre adresse email. Il faut juste respecter les règles pour que le fournisseur puisse accepter la création de votre compte email. En termes d'historique, pour la messagerie électronique, on va dire que la première expérience était en 1971 par Ray Tomlinson, qui a créé le courrier électronique, on va dire, en mettant au point un programme ou un logiciel qui s'appelait SendMail. Donc, SendMail, c'est envoyer un message. C'était une première expérience. Par après, les expériences sont suivies hein, de 72 jusqu'à 82, où il y a Scott qui a donné naissance au smiley. Alors, vous connaissez les smileys, ce sont les petites émoticônes qu'on fait accompagner des messages. Surtout à l'heure des messages multimédia comme dans WhatsApp, par exemple, les petites figurines qui montrent le sourire, la colère, etc. Donc, c'est des choses qui sont assez prisées, assez utilisées. Et là, les émoticônes, c'est important. Et il y a une autre chose intéressante qui s'est passée en 1992, c'était la création ou l'utilisation de WYSIWYG. Ça veut dire « what you see is what you get ». En d'autres termes, ça veut dire que ce que vous cherchez, c'est ce que vous trouvez. Ça veut dire que dans la messagerie, vous avez la possibilité de faire une mise en forme. Et cette mise en forme, elle est prise en compte automatiquement. Si vous mettez votre texte en gras, eh bien, vous voyez l'impact tout de suite. Si vous changez la police, vous voyez l'impact tout de suite. Si vous changez les couleurs, vous voyez l'impact tout de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qui a commencé en 92, mais qui s'est même étendu au-delà même du mail, à intégrer même les éditeurs de texte. Donc, parmi les éditeurs de texte, il y en a plusieurs, comme par exemple le TinyMySQL, qui est intégré dans beaucoup d'applications où on peut faire la saisie des données, utilise aussi cette fonctionnalité de WYSIWYG. Donc, ça, ce sont quelques dates intéressantes. Et plus loin, en considérant les fournisseurs de messagerie les plus connus, ou du moins les plus utilisés dans notre contexte, c'est notamment Hotmail, Hotmail qui est devenu aujourd'hui Outlook. Ils ont lancé leur produit en 1996, hein, le produit de la messagerie notamment. Donc, c'est la société Microsoft qui est le propriétaire de Outlook, anciennement appelé Hotmail. Et Yahoo Mail, par contre, a été lancé en 1997, soit une année après Hotmail. Et ce n'est qu'en 2004 que Google Mail a vu le jour. Et voilà. Et depuis, il ne cesse d'évoluer. Et 2013, c'est en fait le deuxième baptême de Hotmail en Outlook, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, on ne parle plus de Hotmail, mais plutôt de Outlook. Alors, comment est-ce que la messagerie électronique marche? Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut regarder ce schéma avec attention pour comprendre mieux comment est-ce que la messagerie elle marche. Alors, le tout va commencer par l'expéditeur, hein, la personne qui va donc rédiger le message, rédiger le mail, sur son ordinateur ou alors sur son téléphone, peu importe le terminal. Il va rédiger ce message-là grâce à son fournisseur, que ce soit dans Gmail, Yahoo, Hotmail, ou alors la messagerie de votre entreprise, de votre école ou de votre association, etc. Le message envoyé va partir depuis les liaisons d'Internet, venir sur le serveur de votre fournisseur à vous. C'est-à-dire que si vous êtes sur Yahoo, le message va passer sur Yahoo d'abord. Okay? Yahoo va identifier que votre compte est valable. Donc, vous pouvez vraiment envoyer un message. Et Yahoo va tracer la voie vers le serveur du destinataire, c'est-à-dire la personne à qui vous avez envoyé. Admettons qu'un compte Yahoo envoie un mail à un compte de Google Mail. Donc, Yahoo, à ce niveau-là, va envoyer votre mail sur le serveur
de Google. Une fois sur le serveur de Google, le serveur de Google va regarder le nom d'utilisateur. Est-ce que ce nom d'utilisateur existe chez moi? Ou alors, est-ce que cette boîte postale existe chez moi? Le serveur va le chercher, le trouver et loger le mail dans cette boîte-là. Par après, le destinataire, lui, s'il vient ouvrir sa boîte mail, c'est comme s'il va aller ouvrir sa boîte postale pour regarder s'il n'y a pas un nouveau courrier qui est arrivé. Et c'est en ce moment qu'il va prendre connaissance des nouveaux mails qui lui sont adressés. Il pourra en ce moment-là les consulter, donc les lire. C'est comme cela que ça marche. Quel que soit le fournisseur d'expédition ou de destination, c'est le même système. Le message part dans le serveur de l'expéditeur d'abord, qui va à son tour envoyer, parce que si par exemple on vous envoie de Yahoo à Yahoo, donc sur Yahoo, le serveur de Yahoo, il peut traiter la demande. Hein. Il traite la demande, il trouve l'utilisateur correspondant et il loge le message à ce niveau-là. Mais si l'utilisateur n'est pas sur le serveur de Yahoo ou n'est pas sur le serveur de votre nom de domaine ou de votre fournisseur, à ce moment, il va l'envoyer sur le serveur du destinataire. Et c'est à ce niveau-là que le message sera traité et stocké dans la bonne boîte aux lettres ou dans le bon compte utilisateur qui pourra donc être consulté après par l'utilisateur une fois qu'il serait authentifié. Donc, en somme, ça, c'est le schéma classique pour vous montrer le fonctionnement de la messagerie électronique ou du courrier électronique. Alors, ce que j'ai illustré sur le schéma, c'est ce qui est écrit là en texte, mais avec un peu plus de détails. L'utilisateur qui va donc envoyer le message depuis son terminal, il le fait grâce à un protocole de messagerie qui s'appelle le SMTP, qui va vouloir dire Simple Mail Transfer Protocol, qui est en fait un protocole de transfert facile pour la messagerie. C'est un protocole qui est connu depuis la nuit des temps. L'email va donc transiter sur le serveur de messagerie de l'expéditeur, comme expliqué précédemment, et être acheminé sur le serveur du destinataire. C'est à ce niveau que le courrier va être traité dans la bonne boîte aux lettres. Et la chose intéressante, ou la deuxième chose intéressante sur ce transparent-là, c'est de savoir que le destinataire, lui, va récupérer son email grâce à un protocole différent du protocole d'envoi. Le protocole de réception, lui, c'est le protocole POP, ou Post Office Protocol, ou alors le protocole IMAP, qui est le protocole qu'on encourage aujourd'hui parce que IMAP est beaucoup plus sécurisé que le protocole POP ou POP. Voilà. Et une très grande majorité des applications de messagerie travaillent notamment avec le protocole IMAP. Et je suis d'ailleurs un utilisateur de ce protocole-là. Donc, les mails qui sont lus via le webmail n'est autre chose que l'interface dans laquelle votre fournisseur vous permet d'accéder à votre message à travers un navigateur, bien entendu. Par exemple, vous êtes dans Firefox, dans Google Chrome ou alors dans Edge, ex-Internet Explorer. Vous tapez yahoo.fr, vous vous connectez ou regardez votre boîte mail. Cette consultation-là s'appelle une utilisation via le webmail. Ça veut dire que vous êtes dans l'interface web, en fait. On peut aussi consulter les courriers différemment, les mails différemment, en utilisant un logiciel, cette fois-ci, qui va jouer le rôle de client. Donc, il va aller chercher dans votre boîte à réception, récupérer les messages et le mettre sur votre terminal pour vous faciliter l'utilisation. Donc, j'entends par utilisation la lecture, la réponse, la gestion, ça les déplacer d'un dossier à un autre dossier, etc. Et là, les clients de messagerie aussi, ils ont un grand rôle d'un point de vue professionnel. Alors, ces clients de messagerie, ils peuvent interagir avec les serveurs, bien entendu, et ils utilisent aussi des ports sécurisés à cet effet-là. La sécurisation de ces ports part par le protocole TLS ou le SSL. Ces deux-là sont utilisés pour chiffrer en fait l'information qui va quitter le terminal et entre le terminal et le serveur, de telle sorte que cette information sera difficilement pichable ou pourra être volée par un intrus. Quelques exemples de ces logiciels de messagerie ou de ces clients de messagerie sont notamment Microsoft Outlook, qui est celui le plus coté d'un point de vue professionnel. Par après, Mozilla Thunderbird, d'un point de vue gratuité, il serait mieux positionné. Incredimail aussi est gratuit à moitié parce que c'est un shareware. Ça veut dire qu'il a des options gratuites, mais il y a aussi des options qui nécessitent un abonnement ou un paiement. Incredimail a l'avantage d'être une application assez fun, assez amusante, on va dire, avec des alertes assez drôles. Mail, ça c'est le logiciel de messagerie d'Apple.
pour ceux qui utilisent macOS, par exemple. MyMail est aussi une bonne application sur Android que personnellement j'utilise. Il est assez stable, ce programme-là. Facile à installer, vraiment sympathique. Vraiment sympathique. Mais il y en a d'autres, hein. Chacun a son expérience avec ces outils-là. Alors, pour en venir à quelques fournisseurs de messagerie gratuite, c'est Gmail que vous connaissez déjà, comme je le commentais, avec l'explosion d'Android et des smartphones. Google a enregistré beaucoup de clients, beaucoup d'utilisateurs, cela va sans dire. Aujourd'hui, l'espace de stockage que Google vous donne par défaut et gratuitement, c'est 15 gigas. Au-delà de 15 gigas, on est obligé de payer l'espace de stockage parce que c'est un peu aussi le chiffre d'affaires que Google fait, non pas sur ce service seulement, mais dans le service de stockage de la messagerie. C'est quelque chose qui est assez avantageux. Imaginez tout le service qu'offre Google. Il vous donne l'agenda, il vous donne la gestion des photos, il vous donne la gestion des cartes, il vous donne la gestion de quel autre service, de YouTube. Si vous avez un compte Gmail, il vous donne la gestion de YouTube. Il vous donne un certain nombre de services liés à votre compte Gmail, vos applications Android, tout cela. Et il va s'arranger à ce que toutes les tailles de ces applications, de ces services, soit usé de l'espace gratuit qui vous est offert. Donc, pour quelqu'un qui génère beaucoup de données, facilement, vous allez être à découvert d'espace et vous allez être obligé de vous abonner régulièrement, quitte à ce que vous donnez 20, 30 dollars selon l'espace pour lequel vous allez souscrire. Yahoo, quant à lui, comme je l'expliquais, suite à leurs problèmes de sécurité ou d'insuffisance qu'ils ont eu en termes de piratage, ils ont voulu intéresser la clientèle en donnant 1 téra d'espace de stockage aux clients pour la messagerie. Oui, c'est vrai que ça va concurrencer nettement les autres, mais voilà. Pour quel service aussi? C'est la bonne question. Je sais quand même que depuis, ils sont en train d'améliorer aussi leur service. Quant à Outlook, ils sont jusqu'à 10 gigas d'espace de stockage derrière nous. Donc, on voit que les services gratuits ont set aussi leurs limites de gratuité. Il y a certains services qu'il faut aussi payer. Alors, on peut dire que s'il y a un grand nombre de mails à envoyer et reçus par jour, ce qui est sûr, ça va croître naturellement. Hein. C'est un chiffre qui va croître naturellement. En 2009, on était à près de 300 milliards et les estimations pensent qu'en 2022, ces chiffres vont atteindre 347 milliards de mails quotidiens envoyés. Donc, c'est énorme. Et ben, l'email reste quand même un maillon vulnérable de propagation de virus. Je pense que dans notre cours sur Internet, on a parlé de cela parce qu'on reçoit énormément d'informations et toutes ces informations ne sont pas forcément les bonnes. On peut être victime de spam, donc de courriel ou de courrier indésirable, ou ciblé tout nettement, qui peuvent nous exposer à accéder à des contenus malsains ou à des vols d'informations. Donc, l'utilisation de la messagerie électronique sous-entend aussi être très vigilant par rapport au contenu, au message que vous recevez. Si vous recevez un mail d'un destinateur que vous ne connaissez pas, d'un destinateur qui n'est pas courant, quelque chose qui n'a pas l'air très net, un nom bizarre ou une entreprise bizarre ou quelque chose qui vous dit que vous avez gagné au loto ou des choses de ce genre, alors faites énormément attention. On va venir en fin de cours parler de 3 astuces qui pourront vous aider à identifier ces fake mails, comme on dit. Et les mots de passe des comptes email aussi ont besoin d'être renforcés en sécurité. Bien sûr, c'est un des maillons, pas seulement les mails, les mots de passe dans tous les services web ont besoin d'être renforcés pour éviter le vol facile ou bien le décryptage facile. Et un email, un mot de passe fort sous-entend un mot de passe qui va donc combiner les majuscules, la minuscule, les chiffres, une utilisation de caractères spéciaux. Donc, tout cela va renforcer votre mot de passe. Mais bien sûr, l'idée d'un mot de passe fort n'est pas aussi égale à oublier ce mot de passe au point de ne même plus utiliser son compte. Là, ce n'est pas l'idée, vous l'avez compris. Donc, c'est quelque chose de mémorable, mais fort. Il faut qu'il y ait les deux atouts. Et pour finir, il y a beaucoup d'outils de communication. On le sait bien, les réseaux sociaux sont un bon exemple. Les IRC aussi sont des bons exemples, mais cela ne va pas pouvoir remplacer la messagerie électronique. Figurez-vous bien, si vous voulez vous inscrire dans une université, vous pouvez envoyer un message à leur scolarité ou au service d'admission pour prendre des renseignements. Mais difficilement, vous allez peut-être avoir un post WhatsApp, on appelle ça Facebook ou bien Twitter pour dire, voilà, moi je vais m'inscrire, j'ai besoin de tout un détail. Enfin,
peut-être des informations courtes, mais ce ne sera pas quelque chose de soutenu, quoi. Donc, chaque outil, finalement, a son rôle. Chaque outil doit être utilisé dans son contexte. Et on a beau avoir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on a beau avoir différents outils. Je pense qu'il y a très peu de choses qui peuvent remplacer le bon vieux messagerie, la bonne vieille messagerie électronique. Je vous remercie pour votre attention. Peut-être qu'avant que vous ne licenciez vos cours, je vais peut-être vos questions, pardon, je vais peut-être rappeler deux, trois choses qui vont peut-être vous permettre d'avoir un peu de chance de vos côtés si jamais vous avez des problèmes de sécurité avec l'adresse email. Donc, je vais arrêter le partage déjà. Alors, donc, sur l'expérience, quand on a une adresse email, une première chose, c'est que vous devez ne pas enregistrer votre mot de passe dans votre navigateur. Ça, c'est une première chose à ne pas faire. En fait, la chose à faire, c'est de ne pas enregistrer votre mot de passe dans votre navigateur. Parce que si jamais votre ordinateur n'est pas à vous, cela sous-entend qu'une autre personne peut utiliser cet ordinateur-là et puis peut sciemment ou inconsciemment utiliser vos identifiants pour se connecter. Et là, les responsabilités seront situées. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. L'autre chose à faire, c'est de savoir identifier les messages lus et les messages non lus. Vous avez tous remarqué que si vous ouvrez votre boîte mail, les messages non lus sont marqués souvent en gras avec de la surbrillance, tandis que les mails lus ne sont pas en surbrillance. Donc là, ça dépend de votre logiciel de messagerie ou de votre fournisseur, mais généralement, c'est la chose commune. Il y a une autre pratique dans la messagerie électronique qui consiste à l'interaction. Je disais dans la présentation qu'on peut envoyer un message à un ou plusieurs destinataires. Admettons que moi, je vous envoie un mail à vous, résident, et puis je mets en copie vos encadreurs. Vous n'avez pas les mêmes niveaux de priorité dans mon mail. Toutes les personnes qui seront donc dans le champ A, c'est-à-dire à qui, donc aux résidents, à ces personnes-là, on attend de la rétroaction, on attend de la réponse, ou on attend en tout cas un feedback de leur part. Si jamais dans mon mail, il y a question, par exemple, de me répondre, ou alors s'il y a des actions particulières à faire, là, on attend un retour de votre part, mais non pas de vos encadreurs, parce qu'eux, ils sont en copie. En copie sous-entend qu'ils sont là à titre d'information. Donc, on n'attend pas forcément un retour de leur part, tant bien qu'ils peuvent le faire. Donc, vous voyez la différence? Donc, si j'envoie, par exemple, un message bon, je ne sais pas, Technospark 5R Ben, si j'envoie un message à Technospark et que je vous mets vous tous en copie, là, vous autres, ça veut dire que c'est Technospark qui doit me donner une réponse. Si vous le faites, c'est bienvenu, mais c'est à lui que la réponse est attendue. C'est ça l'intérêt d'être dans le champ A. À côté de cela, il y a aussi un troisième champ qui s'appelle le champ CCI, donc copie carbone invisible, qui sous-entend j'envoie de l'information à quelqu'un, mais qui est caché, qui est invisible par le champ A et le champ CC. Ça veut dire que les personnes cibles ne vont pas voir le champ CCI, les personnes en copie ne vont aussi pas voir le champ CCI. Cette personne-là, c'est une personne fantôme. Souvent, dans certains pays, la réglementation veut que si vous faites ça, que vous devez informer les autres personnes qu'il y a quelqu'un qui vous lit. Mais d'un point de vue pratique, à quoi sert de dire aux gens quelqu'un vous lit, mais vous ne savez pas qui? Donc là-dessus, la question se pose. Mais si de tels cas arrivent, si vous n'êtes jamais dans un champ CCI, c'est que vous allez voir que votre nom n'apparaît pas dans le champ A, ça n'apparaît pas non plus dans le champ CC. Mais pourtant, vous avez reçu. Ça veut dire que vous, on vous a informé en copie carbone invisible. Et vous ne devez pas répondre à ce mail-là à tout le monde. Si vous répondez, vous devez seulement répondre à l'expéditeur. Seulement répondre à l'expéditeur. Sinon,
vous aurez mis à découvert votre expéditeur parce que vous aurez montré à tout le monde que vous êtes au courant d'une information pour laquelle les autres ne vous savaient pas au courant. C'est ça la problématique, en fait, dans l'utilisation de ces différents champs. Donc, il faut vraiment réussir à jouer et à comprendre l'intérêt de ces différents champs. Donc, dans la messagerie, c'est quelque chose de très, très important. Et nous voyons régulièrement souvent des aberrations dans ce sens-là où l'identité des gens sont dévoilées alors qu'ils ne devraient pas. Ensuite, il y a une autre chose que j'aimerais partager avec vous. Quand vous recevez un mail, vous avez la possibilité de répondre ou de répondre à tous. Répondre, ça veut dire que vous répondez seulement à la personne qui vous a envoyé le message, donc l'expéditeur. Mais répondre à tous, ce n'est pas que vous répondez à toutes les personnes qui sont dans la boucle, qui sont en copie donc à ce mail-là. Quand est-ce qu'il faut utiliser répondre simple et quand est-ce qu'il faut utiliser répondre à tous? Répondre simple, si vous voulez dire quelque chose d'individuel ou si vous êtes en champ CCI, là, vous répondez seulement à la personne qui vous a envoyé le message. Mais si votre réponse concerne, par exemple, tous les autres apprenants, toutes les autres personnes qui sont dans votre boucle de messagerie, alors là, en ce moment, c'est prudent ou c'est mieux d'ailleurs de répondre à tous. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'informez pas, en fait, vous n'informez pas les autres de votre avis. Par exemple, on vous demande votre avis sur un sujet qui concerne tout le monde. Le message a été envoyé à vous tous, à tous les résidents, et vous répondez seulement à la personne qui vous a envoyé. Donc, ça veut dire que tous les autres résidents ne vont pas connaître votre avis, seulement l'expéditeur. Et là, ce n'est pas bien parce que c'est comme si c'était à l'expéditeur de repartager cette information avec les autres résidents. Et ça, ce n'est pas pratique. En termes d'efficacité, ce n'est pas du tout un gain en temps. Donc, dans la bonne pratique de la messagerie, si vous devez répondre à tout le monde en partageant une information pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information, alors là, on utilise répondre à tous. Mais si vous voulez répondre seulement pour une raison ou pour une autre, à l'expéditeur seulement, là, vous prenez répondre tout simplement. Mais dans tous les cas, si vous êtes dans le champ CCI, au cas où vous n'allez pas avoir votre adresse email dans la liste des destinataires, ce qui veut dire encore une fois que vous êtes dans le champ CCI, vous ne devez répondre que l'expéditeur, pas aux autres. Je m'arrête là pour prendre vos questions dans 10-15 minutes avant qu'on continue avec le deuxième cours. Je vais regarder s'il y a des mains qui sont levées. Entre-temps, il y avait une main, mais elle n'est plus là. Bon. Docteur Aziz, vous nous avez pris certainement le train en marche. On avait donné comme consigne de changer le nombre de participants. Comme cela, ça nous donne la possibilité de vous appeler avec un nom correct. Mais avec Aziz, le nom la marque de votre téléphone ou de votre ordinateur, c'est pas très courtois de ma part de vous appeler Aziz, où il y a aussi un participant qui porte le nom de Technospark. Je sais que Technospark, c'est un bon téléphone, mais si je peux connaître votre prénom ou votre nom de famille, ce sera formidable pour moi. Alors, je vois qu'une main est levée. Docteur Konaté Abdoulaye, je vous donne la parole et je ferme mon microphone. Oui, allô, bonsoir. Allô? Comment ça va? J'espère que le cours se passe bien. Allô? Docteur Sawadogo? Oui. Bonjour. Bonjour. OK. Avant de poser ma question, j'aimerais signaler qu'à Ségué, nous sommes 3. Donc, on est en train de suivre le cours à travers le lien du docteur Konaté, qui est le médecin directeur du centre de Ségué. Docteur Konaté, vous dites, hein? Oui, docteur Konaté, mais il est avec 2 autres résidents. Oui. Voilà, donc nous sommes en train de suivre ensemble le cours. OK, d'accord. Voilà, donc je vais utiliser son nom pour poser mes questions. Vous avez docteur Djabi Abbas. OK. OK, merci. Moi, ma première question concerne le fonctionnement de l'email. Oui.
Donc, l'algorithme ou encore le schéma que vous avez à projeter, ma question porte sur ces schémas. Et merci d'avoir nous éclaircir par rapport à travers ce schéma, le chemin parcouru par nos messages. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, malgré la mise en place de cette disposition, comment il peut arriver que nous recevons des messages soit venant de la part d'une autre personne ou encore mieux venant de la part d'un de nos contacts sans que ce dernier ne soit réellement l'expéditeur de ce message. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Oui, j'ai bien compris votre question. OK. Voilà. Bon, et également, la deuxième intervention, je voudrais que vous nous expliquiez à travers un cas pratique que nous sommes en train de vivre actuellement, notamment avant le début de chaque cours, peut-être 24 heures, 48 heures avant ou voire plus, vous nous envoyez des messages pour nous dire que le prochain cours, c'est tel jour. Il arrive que nous répondons à ces différents messages venant de votre part. Donc, en tant que, en ayant nos emails, soit en CC ou bien en A, est-ce que la façon dont nous sommes en train de réagir, est-ce que c'est la meilleure manière? Donc, j'aimerais que vous nous édifiez par rapport à cela. Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Ce sont des bonnes questions. Je vais tenter de les répondre. D'abord, vous avez demandé à ce que je revienne sur le fonctionnement de l'email. Il n'y a pas de souci. Le schéma paraît assez simple. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès lors qu'on... Je vais partager mon écran pour que vous voyez. Alors, partage l'écran. Voilà. Bien. En fait, dès lors que le message est écrit, au premier niveau ici, là où on voit expéditeur, une fois que vous écrivez votre message, alors là, le message est envoyé. S'il est envoyé, selon votre fournisseur, j'imagine que, enfin, je vais imaginer que votre adresse email est sur Yahoo. Donc, vous avez envoyé un mail à moi. Moi, je suis sur Gmail, vous êtes de Yahoo, à mon adresse email. Donc, votre courriel va arriver sur le serveur de Yahoo. Yahoo va regarder, ah oui, est-ce que le docteur a un compte ici pour qu'il puisse envoyer? Oui, il a un compte, effectivement. Donc, oui, nous reconnaissons donc ce message-là venant du docteur. Il veut l'envoyer où? Il veut l'envoyer dans un domaine Gmail, Google. Donc, je vais expédier cela sur le serveur de Google, oui, donc Gmail, à ce niveau-là. Votre courrier va arriver sur le serveur de Gmail. Gmail va trier qui est le nom d'utilisateur associé. On va voir que c'est Suleiman. Donc, Suleiman, il va chercher Suleiman. Comme je l'ai dit dans la présentation, on ne peut pas avoir sur le même hébergeur deux comptes utilisateurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux Suleiman, il ne peut pas avoir deux. Bref, tout ce qui est avant les arrobas, on ne peut pas avoir cela deux fois. C'est unique, c'est identique. Il peut y avoir des similarités, mais il y a forcément quelque chose qui les sépare. Déjà, un chiffre, un tiret ou d'autres lettres associées, etc. Peu importe. Donc, Google va retrouver mon utilisateur, enfin mon boîte aux lettres qui correspond donc à mon nom d'utilisateur et il va loger le message dans cette boîte à lettres. Après, si moi je me connecte de mon côté, je vais ouvrir ma boîte à lettres et je vais trouver le message que vous avez envoyé. Donc, c'est comme ça. Si moi aussi je vous réponds, ce sera la même chose. Mon message va passer chez mon hébergeur Google qui va s'assurer que oui, moi je suis authentifié, je peux bien envoyer. Il va envoyer le message sur le serveur de Yahoo qui va à son tour identifier votre boîte à adresse et vous loger votre mail. Donc, c'est comme ça en fait que ça marche. Mais dans ce transfert-là, il y a bien entendu le respect de certains protocoles qui sont utilisés du côté des serveurs et souvent du côté des clients pour pouvoir sécuriser les différentes transactions qui se passent entre le client et les serveurs. Donc, ça, c'est en termes de sécurité. Mais de façon macro, ça, c'est le fonctionnement de la messagerie électronique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Votre deuxième question, oui, je vous écoute déjà. Dites-moi si c'est bon pour vous. Je ne pense pas que vous avez compris ma question. Je disais comme cas pratique,
Par exemple, je vais prendre l'exemple sur Dr Konaté ou Dr Tembine. Et il m'arrive de recevoir dans ma boîte email un message venant de Dr Tembine à travers son compte, par exemple. Mais quand je l'appelle, je lui demande si toutefois réellement il m'a envoyé un message et il me répond non, c'est un tel message, il ne m'a jamais envoyé. Okay. Donc, la question est de savoir pourquoi, à travers ce dispositif, moi, je peux recevoir un message venant comme expéditeur Dr Tembine, mais en réalité, le message ne vient pas de lui. J'ai bien compris. En fait, j'avais noté cela comme étant votre deuxième question que je m'apprêtais à répondre. C'est bien compris. Alors, ces cas de figure arrivent quand il y a une sorte d'usurpation d'identité. Mais l'usurpation, elle n'est vraiment pas bonne parce qu'on sait toujours déjouer ses coups. C'est les spammers qui font ça. En fait, ce sont des robots, mais des robots avec, bien entendu, une personne humaine derrière, hein, très souvent mal intentionnée, qui envoient des messages avec le nom des gens que vous connaissez. Ça veut dire que ces personnes-là, quelque part, ont eu accès à ces noms depuis un mailing ou ont eu accès à ces noms-là dans la boîte aux lettres de quelqu'un. Donc, quelqu'un a dû être piraté quelque part et la personne a dû s'infiltrer pour récupérer tous ces noms. Mais vous allez remarquer que l'adresse email qui vous envoie cette information se faisant passer pour Dr Tembine n'est vraiment pas Dr Tembine. Pourquoi? Parce que si vous regardez l'adresse email, ne regardez pas seulement le nom, hein, parce que le nom qui est affiché, c'est le nom sous lequel l'email est affiché. Mais derrière, il y a une adresse email qui est envoyée. Et cette adresse email n'est pas l'adresse email de Tembine. C'est une autre adresse email. Si vous remarquez bien, donc dès lors que vous allez voir ça, que ce n'est pas l'adresse email de Dr Tembine, eh bien, ça veut dire que c'est un message indésirable. Et vous remarquerez bien que le contenu de ce message n'a rien à voir souvent à ce que vous ayez comme échange avec cette personne-là. Ils vont peut-être vous dire, voici une belle affaire, ne manquez pas telle chose, n'est-ce pas que ça c'est génial, des choses comme ça. Mais vous ne parlez pas de ce genre de choses avec Dr Tembine. Donc là aussi, c'est une deuxième astuce pour le savoir. Maintenant, peut-être que je vais à un moment donné partager mon écran pour vous montrer comment est-ce qu'il faut regarder ça. Parce que le nom sous lequel on peut afficher peut être égal à 1 million. Mais l'adresse email avec laquelle on envoie est unique. Je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer comment vous pourrez arriver à reconnaître qu'une adresse email n'est pas le bon, même si la personne qui a envoyé votre message prétend utiliser le nom d'une de vos connaissances. Alors, voici un exemple. Donc, vous voyez ma boîte aux lettres ici. Okay? Je vais utiliser le message de Kassoum, un de vos camarades. Donc, quand je lis ce message-là, je vois le nom Kassoum Bari. Okay? Vous voyez, hein? Oui. Voilà. Donc, je vois le nom ici, Kassoum Bari est là. Mais, il se peut que l'adresse email utilisée n'est pas l'adresse email de Kassoum Bari. Comment je peux savoir que c'est bien l'adresse email de Kassoum Bari? Je viens je vais pointer sur le nom de Kassim Bari. Je vois là l'adresse email de Kassoum Bari en bas. Cette adresse email, le plus souvent, n'est pas la bonne adresse email des gens qui vous envoient des messages erronés ou des messages indésirables. Dès que vous regardez ça, vous allez vous dire que non, ça, ce n'est pas Dr Tembine. C'est un message, c'est un expéditeur qui n'est pas correct. Et ce n'est pas correct du moment où vous allez vous rendre compte que le contenu même de ce mail n'est pas un contenu qui fait sens pour vous. En fait, ce n'est pas quelque chose que vous partagez. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous vous retrouvez. Donc, à ce moment, votre approche doit être de considérer cette adresse email comme étant un message indésirable. Pour que la prochaine fois que cette même adresse va essayer de vous envoyer quelque chose, qu'il parte directement dans votre courriel ou dans les spams au lieu que ce soit dans la bonne boîte à réception. Pour cela, l'approche va être différente si on est dans Gmail ou dans Yahoo ou autre chose. Mais dans Gmail, qui est mon cas ici, on voit qu'il y a des touches d'options ici à ce niveau-là. Donc, sur cette touche d'options, on voit qu'il y a différents éléments. Et vous voyez, il y a un message ici, soit bloquer Kassoum Bari ou alors signaler comme spam.
Si vous signalez comme spam, ça va aider non seulement vous, mais ça va aussi aider Google, parce que Google va reconnaître cette adresse comme étant une adresse indésirable, donc on va le bloquer le plus souvent. Mais si vous décidez de le bloquer, c'est que ce sera bloqué dans votre boîte à adresse, dans votre boîte mail. À chaque fois que Kassoum Bari va envoyer du moment avec cette adresse email-là, il sera bloqué. Ça veut dire que vous n'allez pas recevoir dans votre boîte aux lettres cette adresse email. Donc ça, c'est votre approche à faire si jamais vous êtes confronté à des cas de figure comme ça. Donc, pour résumer, dans tous les cas, là, en fait, la chose importante, c'est de vérifier est-ce que l'adresse email est la bonne adresse email. Est-ce que Kassoum Bari prétend être le vrai Kassoum Bari? Donc, si vous connaissez l'adresse email du Dr Tembeni, le cas de votre exemple, est-ce que c'est la bonne adresse email? Très souvent, non, ce n'est pas le cas. Et peut-être mieux, je regarde mes spams pour vous montrer si je n'ai pas supprimé, parce que je purge mes spams très souvent. Ah oui, il y en a 5 de spams. Je vais regarder s'il y a un exemple. Voilà, un exemple. Voilà ici dans mon spam, je vois un message qui vient de Secret Room, qui me parle de one-time sex. Ça n'a rien à voir. Donc, je clique sur ce message. Vous voyez déjà que Google a considéré ce message-là comme étant un message indésirable. Il se fait prétendre, il se fait appeler comme Secret Room, mais regardez son adresse email. umzzz. Vous voyez que ça, ce n'est pas correct. Ce n'est rien de rassurant. Ce n'est pas un bon nom de domaine, ça. umzz. Vous voyez, RU. Donc ça montre que ça, c'est une adresse email. C'est un spam, ça. C'est un message indésirable. Donc, il est bien dans mon spam. Et prochainement, cette personne ne pourra plus m'écrire parce qu'il sera jeté, il sera automatiquement viré dans le courriel. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette deuxième question. Et la troisième, c'est le cas pratique. Si vous recevez mes mails notamment, effectivement, je vous mets dans le champ A. Ça veut dire que je vous adresse à vous mon message. Ça veut dire qu'on attend une réponse de votre part. Maintenant, je pense que la bonne question, si vous répondez, c'est ça la bonne chose. Vous confirmez que vous avez reçu mon message et ça me rassure que mes destinataires m'ont lu. Donc, ça me met en confiance que j'ai été bien lu au moins. Mais si je ne reçois aucun feedback, les questions que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont lu mon message? Est-ce que mon message est considéré comme étant un spam chez eux? Ce qui peut arriver dans certains cas, notamment M. Bari, si vous êtes là dans la salle, Kassoum, il faudrait peut-être regarder votre spam parce que je suis sûr que si vous m'avez lu une fois, vous allez forcément me recevoir une deuxième fois. Mais si mon message est considéré comme un spam, consultez votre spam, vous allez me voir et vous allez considérer mon adresse email comme non spam pour que vous puissiez me recevoir correctement parce que souvent, les filtres peuvent être trop sensibles. Mais si vous ne répondez pas du tout, là, soit vous n'avez pas reçu, soit je n'ai pas écrit à la bonne adresse. Donc, je vais vous poser énormément de questions. Donc, c'est un peu ça l'explication. Donc, oui, vous faites la bonne chose en répondant. Maintenant, la question que je vous pose, c'est que est-ce que vous devez répondre à moi seul ou vous devez répondre à tout le monde comme quoi vous accusez de réception? Parce que ça peut avoir un effet motivateur. Si vous répondez, un apprenant dit « Ah oui, il y a Dr Diarra qui a répondu. Alors, moi aussi, je vais peut-être répondre. » Ça crée un dynamisme. Des fois, dans certains parcours, on mesure tout cela, en fait. On mesure l'interaction des apprenants par rapport aux correspondances qu'on a fait, voir qui est actif, qui n'est pas actif. Ce n'est pas le cas pour nous cette année-là, mais dans certaines formations, c'est des choses qui sont aussi mesurées. Donc, oui, c'est dans la bonne voie. Il y avait une autre main levée, je regarde. Oui, Aminata Kojo, je vous donne la parole. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci, Dr Sawadogo, pour la qualité du cours. Ma question aussi, c'est en rapport avec ce schéma de fonctionnement de l'email. Parce que si je vois les deux serveurs, par exemple, vous avez eu à prendre Yahoo et Gmail, par exemple. Donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, je me dis, si j'envoie un message partant de Yahoo, est-ce que c'est possible pour Gmail de déchiffrer, c'est-à-dire de voir le message? Et c'est vraiment cette question qui m'est venue à l'esprit quand vous avez mis serveur. Donc, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Merci. D'accord. Je vous remercie pour votre question, Aminata. C'est une bonne question. Alors, déchiffrer, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur la définition que nous donnons à ce terme-là. Si vous envoyez un message Yahoo à quelqu'un qui est sur Gmail, donc le message va partir du serveur de Yahoo vers le serveur de Gmail, forcément. Maintenant, est-ce qu'un serveur ou l'autre, selon les cas, peut déchiffrer?
C'est-à-dire, est-ce qu'il peut traiter la demande? Oui, il peut traiter la demande. Mais est-ce qu'il peut regarder le contenu, si c'est ça, si c'est ce que vous voulez dire ou pas, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il, par exemple, regarder le contenu de ce que vous avez dit, de ce que vous avez écrit, le comprendre, ça fait de façon claire, est-ce que vous avez envoyé de l'argent, un code secret, quelque chose comme ça? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Voilà, bien sûr, oui. bien sûr. D'accord. Alors, vous m'avez entendu à un moment donné que j'ai parlé de protocole de sécurité. Et entre les serveurs aussi, il y a des protocoles de sécurité qui sont utilisés dans le but de crypter le contenu échangé entre les deux serveurs. Ça sous-entend que, a priori, ils ne sont pas censés pouvoir décrypter le contenu. D'accord? A priori. Mais encore une fois, il n'y a pas de risque, enfin, il n'y a pas de sécurité 100% OK. Parce que la première chose, c'est que ces serveurs-là sont sous une juridiction qui n'est pas le nôtre. Nous sommes au Mali. Ces serveurs sont dans des pays étrangers. La juridiction de ces pays peut leur demander de consulter le contenu des messages et ils vont le faire sans demander notre avis. Parce que le serveur se trouve sur leur territoire et le territoire a ses réglementations, ses législations. Dans ce cas, oui, ils ont le droit de jeter un œil là-dessus. C'est ce qui fait que souvent les questions de propriété ou de gouvernance des données est une bonne question, surtout les questions de santé. Lors du 3e séminaire, on va y arriver par rapport à tout ce qui concerne, par exemple, les données de santé, où est-ce qu'il faut les stocker, est-ce qu'il faut que ça reste dans nos pays, est-ce qu'il faut que ça transite ailleurs. Bref, toutes ces questions-là sont des bonnes questions de sécurité et d'intégrité nationale, si je peux me permettre. Donc, a priori, les messages sont cryptés, mais dans les cas de force majeure, il peut arriver qu'on puisse enlever le cryptage pour regarder le contenu si les lois de ces pays où les serveurs sont hébergés l'exigent. D'accord. Voilà. Merci encore une fois pour votre question. Oui. Merci. À présent, on va prendre juste Dr Tembiné et Azus. Dr Tembiné, d'abord, je vous écoute, puis après, je donne la parole à Azus. Si vous pouvez changer votre nom, vous pouvez mettre un autre nom, ce sera bien pour moi. Azus, ce n'est pas très, très sympa. Dr Tembiné, à vous la parole. D'accord. Merci, Dr Sawadogo. Et d'abord, je voulais attirer votre attention par rapport à la participation au cours. Et nous sommes à Bongoni, à Ségué, à Konobougou. Donc, vous allez souvent constater que plusieurs DS suivent à travers le compte d'une seule personne, soit du coordinateur. OK. Donc, par exemple, vous voyez 15 participants. Oui. Voilà, mais vous allez trouver qu'il y a plus de 15 participants qui vous suivent directement. D'accord, je comprends. Voilà, maintenant, si vous voulez savoir le nombre de participants par séance, vous pouvez demander aux gens s'ils regardent ensemble. Si ça veut dire qu'ils sont plusieurs personnes qui regardent en même temps, ils peuvent dire nous sommes tel nombre de participants qui suivent sur les seuls comptes. D'accord. Maintenant, ma question, c'est par rapport à la messagerie. Par exemple, si on se trompe pour envoyer une information à un destinataire et qu'on se rend compte que c'est pas à ce destinataire que je voudrais envoyer, est-ce qu'il y a une manière, avant qu'il ne voit ces messages, une manière de retirer ces informations? Je vous dis déjà dans cette vidéo, non, ça, c'est pas possible. C'est un peu les insuffisances de la messagerie électronique. Non, c'est pas possible. C'est comme un SMS. Hein. Une fois que c'est parti, c'est parti. Hein. On ne peut pas rattraper, en fait. D'accord, merci. C'est un peu la différence dans WhatsApp. Si tu envoies, tu peux supprimer pendant une période donnée. Le message est supprimé, mais il y a des cas où, même si vous supprimez le message va rester quand même sur le serveur. Donc, des fois, ça dépend du délai. Des fois aussi, ça dépend du système utilisé. Moi, par exemple, je connais des utilisateurs de WhatsApp. Même si tu supprimes ton message, ça reste chez eux. Hein. Tu ne sais pas supprimé chez eux, ils voient. Donc, comme quoi dire que ça, c'est un peu les insuffisances des messages. Enfin, donc, je comprends bien les résidents qui sont en groupe, c'est bien. Ce que je peux dire dans ce cas-là, par exemple, pour le cas du docteur Konaté, ils sont 3.
vous pouvez, par exemple, à un moment, vous mettez, par exemple, Dr Konaté, virgule, Dr Diarra, virgule, Suneo Diarra, virgule, Traoré. Comme ça, je peux savoir que là, il y a 3 personnes qui sont là au lieu d'une seule personne. Ça peut m'aider à comprendre dans ce sens-là. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Merci. Je vous donne la parole maintenant à Azouz. Activez votre microphone et parlez, monsieur ou madame Azouz. Donc maintenant, je vais parler. Voilà. Bonjour, cher maître. Bonjour. Je vous remercie pour la qualité de cours donné. Mon identité, c'est Kanakomo Geneva. Je n'ai pas pu mettre mon identité. C'est pourquoi ça a été, vous voyez, Aziz de votre niveau. OK. Et moi, ma question est que je voulais enregistrer le cours, mais on me demande l'autorisation de l'animateur. Oui. Donc, je ne sais pas comment faire. Oui. Alors, Kanakomo, oui, vous n'avez pas la permission d'enregistrer la vidéo, mais j'aurais pu vous donner la permission si j'avais vu. Mais quand j'étais en cours, c'est vrai que je n'ai pas regardé toutes les fonctionnalités de Zoom. Donc, forcément, cette demande a pu être, ça m'a échappé. Mais comme vous le savez déjà, j'enregistre toutes les sessions et puis après, je partage le lien avec vous. Vous pouvez en ce moment-là télécharger la vidéo et regarder après. Est-ce que cela vous convient? Oui, c'est compris. Ça me convient bien. Voilà, on va faire comme ça alors. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Mais comment faire pour m'identifier dans ce cas? Ok, je l'ai déjà fait, mais... Pour enlever Aziz là. Voilà, vous faites un clic droit. Oui. Ou un clic, vous mettez juste votre curseur sur votre nom. Bon, maintenant, j'ai mis Kanakomo. Donc, vous mettez votre curseur sur le Kanakomo. Oui. Vous allez voir un bouton plus. Si vous cliquez sur le plus. Mais je ne vois pas Kanakomo là. Où est-ce que je dois rentrer dans participant? Participant, exactement, dans participant. Voilà, dans la liste des participants. Et vous parcourez la liste de participants jusqu'à voir Kanakomo. Puis avec le clic, vous allez voir un bouton plus. Et dans cette liste de déroulante, vous allez voir renommer. Si vous prenez renommer, vous saisissez le nom que vous souhaitez afficher. Oui, mais je n'ai pas vu Kanakomo. Oui, il faut changer à votre photo. Oui, je l'ai vu. Je vois Kanakomo, moi. Voilà. Donc, vous avez mis votre curseur là-dessus. Oui. OK. Vous voyez une mention plus. Oui, je vois plus. Cliquez sur le plus. Quand j'ai cliqué, j'ai vu renommer. Exactement. Cliquez sur renommer. Et voilà, vous ajoutez maintenant votre nom correctement comme vous souhaitez. Prénom, nom, ce sera parfait. Ouais. Ouais. Alors, j'espère que Technospark aussi a pris bonne note de cela. D'accord. Merci beaucoup. J'espère que vous avez compris l'essentiel de ce cours. On va maintenant s'apprêter pour le prochain cours.